Alors, on va poursuivre dans notre étude de la diffraction et cette fois-ci, on va voir une autre manière de présenter le même résultat en utilisant ce qu'on va appeler le propagateur. Alors, on rappelle de ce à quoi nous étions aboutis précédemment en utilisant Huygens-Fresnel, en définissant tous les facteurs dans l'approximation scalaire, en supposant un éclairement uniforme de la pupille d'entrée dans la fonction de transmission transverse et notée f, eh bien, on peut calculer le résultat qu'on a sur un écran d'observation situé à une distance z0 en faisant l'intégrale de notre fonction de transmission et de EIKR divisé par R qui symbolise une onde sphérique émise par une surface infinitésimale située sur la pupille. Alors, si on considère certaines approximations, notamment que la distance z0 est grande par rapport aux dimensions de la pupille initiale, on peut remplacer petit r par z0 dans le dénominateur qui correspond à l'amplitude de l'onde sphérique. Par contre, on ne peut pas faire ce changement si brutal en ce qui concerne le terme qu'on a dans l'exponentielle imaginaire. On peut certes sortir un terme E qui E K Z0, mais on doit conserver à l'intérieur des termes qui correspondent au développement d'ordre 1 du rayon, c'est-à-dire un terme qui est relié à x' moins x au carré plus y' moins y au carré. Alors, là, on va maintenant essayer de présenter un petit peu différemment et de manière plus simple ce résultat. Et pour ça, on va utiliser un outil qu'on a introduit dans les vidéos précédentes. On va utiliser le produit de convolution. Donc je rappelle ici la définition du produit de convolution de deux fonctions, ici qui dépendent du temps, une fonction f et une fonction g. On obtient le produit de convolution en prenant l'intégrale de f en z multiplié par g pris en t moins z, et on fait ici l'intégrale sur z de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est le cas à une dimension. Si maintenant on souhaite étendre ce produit de convolution à deux dimensions, on va considérer une fonction ici f qui dépend de x et de y, g aussi dépendra des mêmes coordonnées, et notre résultat, on le veut pour les coordonnées x', y', et du coup, voilà comment va s'écrire le produit de convolution de mes deux fonctions f et g à deux dimensions. On aura désormais une intégrale double sur x sur y de la fonction f prise en x et y, et g qui a été prise en x' moins x et y' moins y. Donc ça va être intéressant pour réexprimer le résultat de notre amplitude diffractée. En effet, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans notre amplitude diffractée, on a l'amplitude de l'onde plane incidente à 0. Ce qu'on a également, c'est une fonction f de x et de y. Donc là, on peut très bien la faire correspondre à la fonction qu'on a pour L, pour le produit de convolution. C'est direct. Et l'autre élément qu'on a, c'est une fonction EI40 divisée par I lambda 0. Donc ça, on avait pu le sortir de l'intégrale parce que tous les termes sont constants sur la pupille, mais on peut très bien le réintégrer dans l'intégrale. Et on a le terme exponentiel de ik sur 2z0, facteur de x' moins x au carré plus y' moins y au carré. Donc ce terme-là, on va l'appeler h qui va dépendre de x et y, et on le définit à une position, à une distance donnée z0. On va l'appeler le propagateur. Et on voit que ce terme, il va correspondre à la fonction g qu'on a dans le produit de convolution. Donc, du coup, l'expression de notre amplitude diffractée, on va pouvoir dire que c'est notre amplitude initiale multipliée par le produit de convolution, la fonction de transparence pupillaire, par notre propagateur. Donc ça, c'est
une façon de noter le résultat précédent. Ici, il n'y a pas eu de nouvelle approximation qui a été faite. On a juste une manière plus élégante de noter le résultat, où d'un côté, on va clairement faire apparaître la fonction de transparence pupillaire et l'effet de la propagation dans l'air, de la diffraction à travers le propagateur, qui est un terme avec une exponentielle complexe. Le champ diffracté sera donc le résultat de ce produit de convolution. Donc ça, c'est quelque chose en fait d'assez simple à se remémorer. Le champ diffracté, on prend la fonction de transparence pupillaire et on la convolue par le propagateur. Alors, ça peut être encore plus intéressant si on utilise ce résultat dans le domaine réciproque. Et là, on va exploiter l'une des propriétés vraiment intéressante du produit de convolution, c'est qu'un produit de convolution dans l'espace direct va s'exprimer dans l'espace réciproque comme le produit direct des transformés de Fourier des deux fonctions concernées. Donc, ici, ce que j'ai, c'est différentes fonctions qui vont intervenir. Ma transformée de Fourier du champ diffracté, je vais la noter grand A. Et ici, je fais des transformées de Fourier sur les variables spatiales transverses. Donc, les variables que je vais utiliser dans l'espace réciproque, ce sera kx, ky. Ici, ma transformée de Fourier ne s'applique pas sur z0. Donc, la variable z, elle ne bouge pas dans l'espace réciproque. Ma fonction de transparence pupillaire, quand je ferai sa transformée de Fourier, ça va me donner une fonction grand F qui dépendra de kx et de ky. Et puis mon propagateur, petit h, quand je prendrai sa transformée de Fourier, ça me donnera une fonction grand H qui dépendra de kx, ky et z0. Et du coup, mon résultat, j'ai un produit de convolution dans le domaine direct entre f de x et le propagateur. Et bien, quand je prends la transformée de Fourier de ce résultat, ça va me donner un produit simple entre la transformée de Fourier de ma transparence pupillaire et la transformée de Fourier de mon propagateur grand H. Donc là, le résultat, il est encore plus simple à retenir si on se place dans le domaine réciproque. Ce sera juste le produit de la transformée de Fourier, de la transparence pupillaire par la transformée de Fourier du propagateur. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, ce qui nous manque, c'est la transformée de Fourier de notre propagateur. On a déjà calculé la transformée de Fourier d'une fonction gaussienne. On l'avait fait dans le premier chapitre. Là, on peut, de la même manière qu'on a calculé la transformée de Fourier d'une fonction gaussienne, on peut calculer la transformée de Fourier du propagateur. Et le résultat, c'est que la transformée de Fourier du propagateur est également une fonction avec une exponentielle complexe et des termes quadratiques à l'intérieur. Donc ce que va introduire la diffraction, ce sera un déphasage quadratique du champ qui a traversé la fonction pupillaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est que H est purement imaginaire, il ne va pas jouer sur l'amplitude des composantes, il va uniquement modifier la phase spectrale. Généralement, ce qu'on observe, ce n'est pas le champ en lui-même, ça va être son intensité. Donc c'est le champ multiplié par son complexe conjugué. Donc si on fait ça, eh bien, on voit apparaître le produit A0 conjugué, donc c'est proportionnel directement à l'intensité initiale de l'onde plane. On voit apparaître le f
F étoile et H, H étoile. Et là, il faut se rappeler que H est un imaginaire pur, donc le module d'un imaginaire pur, ça vaut 1. Autrement dit, eh bien, le spectre en intensité, c'est-à-dire l'image regardée dans le domaine réciproque, elle ne sera pas influencée par notre propagateur. Elle sera toujours égale à la transformée de Fourier de la fonction de transparence pupillaire prise au carré. Donc ça, c'est un résultat important, c'est-à-dire que quelle que soit la distance à laquelle on se place de l'ouverture, on aura toujours le même spectre dans le domaine réciproque. On aura toujours la même figure dans le domaine réciproque. La diffraction ne modifie pas cette figure. Et ça, ça vient du caractère linéaire des intégrales qu'on a manipulées, c'est-à-dire que la diffraction, c'est une opération linéaire, donc ça ne modifie pas ce qu'on a dans le domaine de Fourier. Donc ici, c'est une propriété très importante qu'il faut garder en tête. La diffraction ne joue pas sur l'image observée dans le domaine réciproque quand on considère l'intensité. Ce qui dicte la figure qu'on observera, ce sera avant tout la pupille. C'est la pupille qui définira le contenu spectral, spatial de l'intensité.